نمر الآن المحاضرة الثانية من إعداد وتقديم الزميل المهندس المعماري أحمد بوزيدي تحت عنوان الجودة المعمارية والمصالح المهنية للمهندس المعماري، هدفين لا ينفصلان. يتقدم الزميل شاب الله في التقديم السيرة الذاتية للأستاذ. Rebonjour. Je tiens juste à préciser le titre de la conférence en français qui va être faite par M. Bouzidi. C'est la qualité architecturale et les intérêts professionnels de l'architecte, des objectifs prioritaires et inséparables. Alors, M. Ahmed Bouzidi est diplômé de l'Institut d'architecture de l'Université de Blida, promotion juin 90, architecte associé au CAU TSUB de 90 à 94, et depuis 1994 à ce jour, il est architecte libéral. Il est aussi expert judiciaire auprès de la Cour de justice de Béjaïa. Il est maître d'œuvre de plusieurs projets d'habitat et d'équipement. Il était aussi ancien membre du Conseil national de l'Ordre des architectes de 2013 à 2017. Il est membre fondateur de l'Association nationale des architectes, l'ANA, et il est également son président. Et je vous invite à présenter votre présentation, M. Bouzidi. Alors, j'ai intitulé ma communication « La qualité architecturale et les intérêts professionnels de l'architecte, des objectifs prioritaires et inséparables ». Donc, c'est à peu près le slogan de notre association. Donc, on est là pour parler de la qualité, mais aussi, on doit aussi être vigilant vis-à-vis des intérêts professionnels des architectes, qu'ils soient libéraux ou autres. Donc, je vais faire une petite introduction avant d'aller vers le vif du sujet. Donc, alors, je vais dire un mot sur la qualité architecturale. La qualité architecturale est fondamentale dans les domaines de l'architecture. Elle englobe des éléments tels que l'esthétique, la fonctionnalité, la durabilité et l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Donc, les architectes, ils sont là, ils s'efforcent tout au long de leur carrière de créer des espaces qui non seulement répondent aux besoins de leurs clients, mais qui enrichissent également les communautés et l'environnement. Voilà, ça c'est pour la qualité architecturale. Mais nous avons aussi les architectes de l'autre côté qui ont également des intérêts professionnels à considérer. Cela comprend des aspects tels que la stabilité financière, la croissance de leur carrière, la satisfaction de leurs clients et la possibilité de travailler sur des projets qui les passionnent. Ainsi, donc on vient là directement aux honoraires. Donc ainsi, les honoraires de l'architecte sont directement liés à la qualité architecturale car ils influencent les ressources disponibles pour atteindre les objectifs de conception. Un architecte qui se sent bien, il a beaucoup plus de chances de faire un bon projet. La maîtrise de l'encadrement réglementaire de la pratique de la maîtrise d'œuvre en Algérie est un gage de réussite dans les rédactions. Donc pour qu'on parle d'honoraires, il faut parler de contrat. Est un gage de réussite dans la rédaction des contrats de maîtrise d'œuvre et la défense des intérêts de l'architecte. Cet encadrement référentiel de la maîtrise d'œuvre des bâtiments publics. Là, je vais parler d'un cas précis, c'est les bâtiments publics, c'est les projets publics neufs. On ne parle pas de patrimoine, on ne parle pas de vieux bâtis, mais on parle des projets neufs. Donc, il y a principalement 4 textes qui régissent la relation entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre dans ce qu'on appelle les honoraires de l'architecte ou du maître d'œuvre. Fondamentalement, le maître d'œuvre en Algérie, c'est l'architecte. C'est l'architecte qui chapeaute toute l'équipe, qui doit ramener l'équipe, etc. Donc, enfin, en principe, on contracte avec l'architecte maître d'œuvre. Donc, nous avons principalement 4 textes. Nous avons l'arrêté interministériel qui a régi la profession qui a régi la maîtrise d'œuvre pendant maintenant depuis 1988. Et en 2016, il y a eu un autre texte qui a abrogé le côté rémunération, mais qui a laissé tout ce qui est dispositions contractuelles, le délivrable, tout ce qui est contenu d'émission et tout ce qui est relation. Donc l'arrêté 88, qu'on connaît tous, est un arrêté qui continue à être appliqué, mais dans certains volets, pas dans tous les volets. En tout cas, le volet honoraire, il a été abrogé. Donc nous avons alors l'arrêté ADA, on ne peut pas dire qu'il a été abrogé parce qu'un texte de rang supérieur n'abroge pas
un texte de rang inférieur, par contre, il le rend caduc. Il le rend caduc puisque, voilà. Donc là, le décret exécutif, qui est donc le 16-224, est un décret exécutif. C'est un décret qui est signé par le Premier ministre. Il date du 22 août 2016. Alors, ce texte-là, tout le monde le connaît, mais nous avons deux textes de moindre rang, disons, de hiérarchie, mais que beaucoup de nos confrères, consoeurs et confrères, méconnaissent, et beaucoup de maîtres d'ouvrage. C'est la circulaire numéro 1. Donc, juste après la promulgation du 16-224, nous avons une circulaire ministérielle signée par M. Tebboune, ancien ministre de l'Habitat, qui date du 15 novembre 2016, relative à la mise en œuvre. Donc, c'est une explication comment utiliser ce texte. Relative à la mise en œuvre du décret exécutif, fixant les modalités, etc. Et puis nous avons aussi un arrêté du même ministre, toujours la même personne, qui a défini certaines dispositions qui n'étaient pas définies dans le 16-224, c'est les équipes de suivi. C'est les équipes de suivi et leur expérience par rapport à la complexité de chaque projet. C'est-à-dire, il faut savoir que les projets de bâtiments neufs sont classés en 5 catégories. La catégorie A, la B, la C, la D, la E. Donc, notre communication aujourd'hui, elle va constituer, elle représente une lecture un peu commentée, une lecture un peu dirigée, commune, de ces 3 textes, le décret exécutif 16-224, la circulaire et l'arrêté. Et puis, nous allons terminer par, je vais vous présenter 2 ou 3 lettres, ou la correspondance, qui émane du ministère de l'Habitat vers les maîtres d'ouvrage public, ses dépendances, enfin ses subalternes, ou là ces trucs, ces représentations à l'échelle de wilaya, concernant ces textes, comment il faut les comprendre et comment il faut les appliquer. Donc, le premier texte, c'est le décret exécutif. Je ne vais pas vous fatiguer avec une lecture directe de ce texte, mais vous voulez que je vous lise ? Je ne sais pas si ça ne dérange pas tout le monde. En tout cas, le décret exécutif numéro 16-224 du 22 août 2016 fixant les modalités de nomination de la maîtrise d'œuvre. Donc, je vais vous présenter ce texte. J'ai l'honneur de travailler dessus, donc je le connais beaucoup. J'étais membre du Conseil national et on a travaillé ensemble avec le ministère. Donc, si vous voulez, on l'a rédigé ensemble. Donc, le premier article, alors il est composé de 16 articles. Donc c'est l'objet de l'arrêté, plutôt du décret. Et puis, alors il faut savoir que c'est un peu une reprise du 88. Il n'a rien de spécial. C'est le 88 avec c'est l'arrêté de 88 avec sa manière d'être. Et puis on a juste modifié le côté rémunération, parce qu'il faut savoir qu'en 88, l'arrêté 88, l'étude est payée en pourcentage, par contre le suivi il est payé en mois. Donc il faut mettre en place une équipe, et l'équipe elle est définie, il y a des honoraires, donc le 88 il a été modifié en 2001, et puis il fallait attendre 2016 pour que ça soit modifié par le 16-224. Par contre, le 16-224, le décret 16-224, l'étude est en pourcentage, le suivi est en pourcentage. Est en pourcentage de la facturation de l'entreprise. Donc, alors là c'est une reprise, donc nous avons toujours les 2 parties. Nous avons l'étude qui est ce qu'on appelle la partie fixe, et nous avons le suivi qui est la partie variable. Donc c'est à peu près la même logique que le 88. Alors là, il y a une précision, l'article 3. Là, j'attire l'attention des consoeurs et confrères en disant que une fois que vous avez une commande, si le maître d'ouvrage vous demande une modification, c'est ce qu'on appelle une nouvelle commande. Donc il ne faut pas se mettre à la disposition du maître d'ouvrage et accepter n'importe quoi. On vous fait une commande, on vous approuve les phases. Une fois que c'est approuvé, si on vous demande autre chose, c'est une nouvelle étude. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. L'essentiel, bat-toi, il faut se battre. Donc l'article 3, c'est ce qu'il dit. Par contre, toute modification due à, par exemple, à la non-conformité du permis de construire.
vous avez fait un permis de construire qui n'est pas passé. Donc c'est de votre faute. Vous devez reprendre son rémunération. Par contre, si c'est une nouvelle demande, on vous ajoute un espace, on vous ajoute un programme. Là, c'est une nouvelle commande. Alors, et il y a aussi une autre précision. Tout ce qui est levée topographique, tout ce qui est plan relatif aux études sol, le CTC, tout ça ne rentre pas dans le 16224. Ça veut dire que le maître d'ouvrage est tenu de payer ses prestations en dehors du contrat de l'architecte. Donc là, l'article 5, il dit que l'étude est un pourcentage et le suivi aussi est un pourcentage. Voilà. Il y a aussi le taux de répétitivité. Quand vous avez par exemple un projet d'habitat, vous avez beaucoup de blocs qui se répètent, et bien il faut appliquer un taux de répétitivité par rapport au nombre de blocs que vous répétez, par le nombre de blocs originaux, nombre de blocs. Donc c'est cet article-là qui régit cet aspect-là. Enfin, c'est pas nouveau, hein. Il existe dans le 88, il a juste été repris. Après, nous avons ce qu'on appelle maintenant, puisque ce n'est plus en un mois, c'est en pourcentage. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un montant prévisionnel de suivi. Donc on imagine une situation, un délai, imaginez un délai prévisionnel, un montant prévisionnel, et on le met dans le contrat. Et tout ça va être réajusté par la suite. C'est là la richesse de ce texte. C'est-à-dire qu'en matière d'études, c'est fixe, mais en matière de suivi, c'est prévisionnel. Ça va être réajusté une fois que le marché de l'entreprise est passé. Donc, c'est ce qu'il dit l'article 8. Il dit que le taux il est prévisionnel, et l'alinéa numéro 2, le montant définitif du contrat de maîtrise d'œuvre en relation avec le montant global du ou des marchés de réalisation augmenté le cas échéant de ces ou de leur avenant sera pris par avenant. C'est-à-dire, une fois que le marché de l'entreprise est signé, nous réajustons le contrat de l'architecte. Là c'est un peu une trouvaille, parce que les gens qui rédigeaient le texte, ils se sont dit, écoute, d'accord, on signe un contrat, on s'y met d'accord sur une équipe, on s'y met d'accord sur un taux, on s'y met d'accord sur tout, mais le maître d'ouvrage va sur chantier, il devait trouver 2 personnes qui assurent le suivi, il ne trouve qu'une seule. Là, il y a défaillance. Comment il doit faire? Donc cet article est là pour défalquer ce qui correspond à l'absence de la personne. Donc c'est une formule, et c'est en jour, hein, c'est en jour. Alors il y a aussi quelque chose de spécial, c'est que indistinctement du profil, tous les profils se valent. Dans la défalcation, tous les profils se valent. Si le technicien est absent, il prend oui, c'est le texte. C'est juste pour attirer l'attention des consoeurs et confrères que la réglementation est là. Il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser faire et il ne faut pas se laisser avoir. Donc, dès le départ du chantier, il y a un échange de courrier entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour remettre la liste des gens qui vont assurer ce suivi. Et si, par exemple, vous avez un ancien ingénieur qui est avec vous, il est sorti en retraite ou il est parti au Canada, il n'est plus, alors vous êtes obligé de présenter au maître d'ouvrage un profil d'égale valeur. C'est le contrat qui le dit, il faut trouver quelqu'un qui a la même expérience, etc. Et il faut le faire approuver par le maître d'ouvrage. Alors, nous avons aussi l'article 11, il est en notre faveur, quelque part, puisqu'il dit que si le chantier dépasse les délais prévisionnels, là, on a le droit à une rémunération supplémentaire. Calculée suivant cette formule. Et c'est quoi cette formule? Alors, si le délai est dépassé, nous allons imaginer un coût moyen de suivi mensuel qu'on va appliquer sur chaque jour dépassé. C'est les formules, hein. C'est le sens des formules. Voilà, donc là c'est la fin.
Nous avons quelque chose qui intéresse les gens du patrimoine et les gens du vieux bâti, parce que ce texte-là, comme il a dit, comme l'ont dit M. Akhli et Njari hier, ils ont un problème de texte. Les gens qui interviennent sur l'ancien bâti, les gens qui interviennent sur le patrimoine, ils sont bien lotis. Il faut le savoir, ils sont bien lotis. Les gens qui interviennent sur le patrimoine classé, ils sont bien payés, ils ont leurs honoraires, ils ont leur texte. Mais les gens qui interviennent sur le bâti ancien, sans qu'il soit classé patrimoine, donc ils ne nécessitent pas l'intervention d'un architecte qualifié par le ministère de la Culture et des Arts, ce bâtiment-là n'est pas un bâtiment neuf, n'est pas patrimoine. Celui-là, il est dépourvu de réglementation. C'est là le vide. Donc il faut savoir, quand il y a patrimoine, c'est réglementé. Quand c'est neuf, c'est réglementé. Au milieu, ce n'est pas réglementé. Nous ne savons même pas comment faire une offre. Et les maîtres d'ouvrage aussi ne savent pas comment présenter le cahier de charge. C'est ce qu'ils ont raconté nos amis d'hier. Alors là, donc le texte est terminé. Nous avons 14 articles. Maintenant, on vient au taux. Quel est le taux qu'on doit appliquer pour l'étude? Quel est le taux qu'on doit appliquer pour le suivi? Ça, c'est le tableau étude. Le tableau étude, donc verticalement, nous avons les tranches de coûts et dans les colonnes, nous avons les pourcentages à appliquer. Donc ça, c'est pour l'étude. Alors, c'est quoi exactement, pour donner une image? Il faut savoir, par rapport au 88, c'est quoi la différence? Il faut savoir que dans le 88, il y avait un minimum et un maximum. 2A. Ici, il n'y a pas de 2A. Parce que, avec le combat des architectes, quand même, pendant 30 ans, a fait qu'on l'a fait admettre à l'administration que l'architecte, on ne le choisit pas sur ses honoraires, mais on le choisit sur son œuvre. Donc, on ne doit pas, il ne faut pas qu'il y ait concurrence sur l'argent. Donc, si tout le monde est payé de la même manière, nous avons un taux fixe. Un taux fixe, il n'y a pas de taux, il n'y a pas de plage. Donc il n'y a pas de concurrence sur le prix. Ça c'est pour le suivi, ça c'est pour l'étude, ça c'est pour le suivi. Donc c'est ce qu'on trouve sur le journal officiel. Et puis là c'est un tableau que j'ai fait moi-même. Donc j'ai mis les deux ensemble. C'est pour avoir par exemple le contrat. Il va de quoi à quoi. Donc le coût le plus petit, sur le projet le plus grand, le plus cher, on lui applique le taux le plus petit. Parce qu'il y a tellement d'argent que 2% c'est beaucoup. Donc c'est 2,30 en étude et 2,70 en suivi. Ce qui nous donne 5. Donc le minimum honoraire d'un architecte dans un bâtiment neuf, c'est 5%. En étude et suivi, c'est un ensemble. Par contre, le taux le plus grand, c'est 5,60 plus 4,60, ce qui nous fait 10,20. Donc nos honoraires sillonnent, vacillent entre 5 et 10,20. Alors, c'est la fin du premier texte. Et puis nous avons la circulaire qui nous permet certaines explications, certains aspects du texte. Donc, c'est en pourcentage. Ils ont expliqué que maintenant, ce texte-là est là pour créer une symbiose entre l'entrepreneur et l'architecte pour qu'il y ait un réel suivi sur chantier, etc. Donc, il y a toute une philosophie qui est développée dans cette circulaire. Par contre, nous avons ce point-là qu'en principe, il n'est pas vraiment respecté. Pourquoi? Parce que les architectes se laissent un peu faire et l'administration ne respecte pas beaucoup, etc. Mais les gens du ministère de l'Habitat, à un certain moment, ils se sont dit il ne faut pas qu'on fasse des études dans des délais utopiques de 5 jours, 10 jours, 20 jours. Non, il faut prendre le temps de faire son étude. Donc nous avons un texte qui nous permet de dire je ne peux pas faire un projet en moins de 2 mois. Donc la catégorie la plus simple, c'est 2 mois. Donc 2 mois, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça, c'est le minimum que le ministère a accepté. Mais c'est pas, je sais que ce n'est pas respecté en ce moment. Ils essaient toujours de faire vite. Alors, nous avons maintenant la question qui s'est posée après la promulgation du texte. Quelle est l'équipe
qui doit correspondre au pourcentage. C'est-à-dire, moi j'ai un projet, je vous donne ça, je donne au bureau 18,5%, mais en contrepartie, dans le suivi, il met quoi comme personnel et comme quoi expérience. Donc il fallait imaginer un texte, c'est l'arrêté qui va venir, pour faire correspondre à chaque catégorie, à chaque complexité, une liste d'intervenants avec leur expérience minimale. Donc là, voilà, la circulaire est terminée, puis l'arrêté elle est là. Donc c'est ce que je viens de dire. Alors, là je vais aller rapidement. Voici les équipes. Donc, pour un projet de catégorie A, on a besoin d'une seule personne. On a besoin d'une seule personne permanente. C'est un projet simple, on a besoin d'une seule personne qui assurera le suivi. Ça peut être un architecte ou un ingénieur. Pour la catégorie B, qui est un peu plus complexe, il nous faut 2 personnes qui assurent le suivi d'une façon permanente. Puis ça va comme ça. De plus on va vers la complexité, plus il nous faut beaucoup plus de personnes et beaucoup plus d'expérience. Là, parce que nous avons la notion d'intervenant permanent et d'intervenant aux besoins. C'est-à-dire qu'un maîtreur, par exemple, qui assure l'attachement des travaux réalisés, n'est pas obligé d'être sur le chantier tout le mois. Par contre, il est obligé d'intervenir aux besoins. Voilà. Voilà. Ça, c'est le permanent. Et ça, c'est profil des intervenants selon besoin, conformément au planning de réalisation par complexité d'ouvrage. Une visite minimum par semaine. Voilà, donc ça, j'ai besoin d'un ingénieur en génie civil dans la catégorie Lula, si c'est l'architecte qui assure le suivi, l'ingénieur doit venir au moins une fois par semaine. Si c'est le contraire, si c'est l'ingénieur qui assure le suivi, l'architecte doit venir au moins une fois par semaine. Donc c'est vraiment bien codifié. Je dirais que les honoraires sont un peu revalorisés, parce que si on peut imaginer de combien ils sont revalorisés par rapport à 88, moi je dirais qu'ils ont été multipliés par 5. Voilà, donc c'est assez conséquent. Il faut mettre, par contre, il faut mettre le personnel adéquat. Là, c'est un tableau un peu particulier, parce que nous avons des projets immenses. Des fois, nous avons 2000 logements. Alors, on ne peut pas leur appliquer le premier tableau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce tableau-là? Quand on a un projet très grand, à partir de 500 logements, on doit ajouter une équipe. Chaque tranche de 500 logements est une équipe. Ça, en ce qui concerne les logements. Par contre, en ce qui concerne les équipements, c'est chaque tranche de 30 000 mètres carrés. Si vous avez, je ne sais pas, une résidence universitaire ou un complexe universitaire qui disait combien de mètres carrés, à chaque 30 000 mètres carrés, on doit mettre toute une équipe de suivi et on doit nommer, c'est le texte qui le dit, on doit nommer un chef de mission qui doit assurer la coordination. Voilà. Donc là, je finis par vous présenter 3 correspondances. 3 correspondances qui confirment tout ce que je viens de dire là, par des dires du responsable du ministère vers le maître d'ouvrage, des hommes publics. Cette lettre, elle vient du ministère vers les directeurs généraux d'OPJ, DUAC, les directeurs des DL, directeurs des DEP des 48 wilayas. Donc c'est un document de 2019. Alors, il interdit le rabais. Il n'y a pas de rabais. Moi, ce qui me plaît dans cette lettre, c'est l'introduction. Il dit, alors, non, c'est pas l'interdiction du rabais, c'est plutôt le réajustement. Ah là, je me suis trompé, c'est pas le bon courrier. Attendez, je vais passer. Donc, je me suis mélangé les pinceaux. Là, c'est le rabais. Donc, là, il faut lire la phrase. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le ministère. Il dit, considérant que la profession d'architecte est une profession réglementée régie par le décret 94-07 du 18 mai 94 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte et du décret exécutif machin truc, jusqu'à bâtiment, aucun
aucune mention de rabais ne doit ressortir dans le contenu des cahiers des charges et qu'aucun rabais ne doit être présenté dans l'offre financière lors de la soumission. Donc, un homme averti en vaut deux. L'architecte ne doit jamais s'amuser à, croyant qu'il va prendre le projet, et dire rabais, il va être écarté. En principe, s'il respecte ce texte. Et le maître d'ouvrage ne doit pas mentionner de rabais dans sa soumission. S'il le mentionne, le Conseil de l'ordre local est dans l'obligation de le déclarer non réglementaire et d'informer les architectes qui dépendent de sa circonscription. C'est le travail de vigilance auquel je fais moi appel pour que les gens se défendent. Parce que nous avons les textes, nous avons les courriers, nous avons ce qu'il faut. Donc je reviens au réajustement. Donc l'histoire du réajustement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le texte, le contrat initial n'est qu'un contrat de prévisionnel en matière de suivi, pas en matière d'étude. En matière de suivi, donc nous avons un montant prévisionnel au début qui va être réajusté à la signature du marché de l'entreprise. Il va être réajusté en matière de montant et en matière de délai. Voilà. Donc il ne faut pas attendre que le projet tire à sa fin pour demander, réclamer son avenant. Il faut qu'à la signature du marché, l'entreprise est installée, son ODS notifié, là sur place, je rédige mon avenant et je le présente au maître d'ouvrage. S'il le refuse, je lui dis non, vous êtes hors la loi, vous n'appliquez pas la loi, donnez-moi mon dû. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Réajustement. Et puis, nous avons aussi un point important, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe prévisionnelle et la marge de tolérance. Tout ça, tous ces courriers-là n'existaient pas avant, puisqu'on n'était pas au pourcentage. On était en non-mois. Donc, on me demande 2 personnes, je mets 2 personnes, les honoraires existent dans le texte, on me paye les 2 personnes. Par contre, ici, on me paye un pourcentage. Donc, il fallait imaginer des mécanismes pour ne pas que le maître d'ouvrage se sente payer des choses, payer l'architecte sans qu'il n'assure le suivi correctement, et vice-versa. Il faut que tout le monde trouve son compte. Donc l'enveloppe prévisionnelle et la marge de tolérance et le code objectif. Ces 3 notions sont bien codifiées parce que l'enveloppe prévisionnelle... Alors, il y a aussi une autre histoire. C'est que le code des marchés publics qui régit les cahiers des charges et tout, n'utilise pas les mêmes mots que les textes régissant la profession et les régissant la maîtrise d'œuvre. Il y a des notions différentes. Le Code des marchés parle d'enveloppe prévisionnelle des travaux et tous les textes qui parlent de la maîtrise d'œuvre parlent du code objectif qui doit être fixé par l'architecte. Maintenant, comment relier les deux? Ça c'est une notion, ça c'est une notion. Comment les relier? Donc celui qui a rédigé, les rédacteurs des textes, le 16224, la circulaire et l'arrêté, ont réfléchi à ce qu'on appelle la marge de tolérance. Donc pour passer du prévisionnel au code objectif, il y a ce qu'on appelle la marge de tolérance. Donc cette marge-là, elle a été codifiée et expliquée dans la circulaire et réexpliquée une deuxième fois dans ce courrier. La marge de tolérance, donc à un certain moment, puisque la marge de tolérance, elle est de 0 à 20. Donc les gens comprenaient de moins 20 à plus 20. Donc le texte est clair. On ne va pas à moins 20, on commence de 0 à plus 20. Parce que si on commence de moins 20 à plus 20, c'est foutu, on a 40%. Et donc on a 40% de marge, c'est beaucoup. Donc c'est 0 à 20. Ça c'est la marge, c'est clair, c'est dit. Donc si on trouve un cahier des charges où on mentionne un moins quelque chose, c'est pas réglementaire. Il faut réagir. Nous avons aussi un autre point qui ne dépend pas des textes de la maîtrise d'œuvre, mais qui dépend plus du Code des marchés publics. Depuis 2015, il y a une disposition du Code des marchés qui dit que quand il y a un projet, quand il y a un marché de travaux, dans le truc, comment on appelle ça, dans les procédures pour choisir le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage doit indiquer dans le cahier de charge l'enveloppe prévisionnelle des travaux. C'est dit dans le Code des marchés, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui le font, mais il y a des maîtres d'ouvrage qui continuent, il y a certains maîtres d'ouvrage qui continuent à ne pas le faire. Ils laissent l'architecte mettre son coup. Donc, ce n'est pas réglementaire.
Voilà, donc nous avons l'enveloppe prévisionnelle, la marge de code d'objectif. Et là, je termine par vous remercier. Allez,